Les membres du gouvernement sont en séminaire depuis ce matin. Au menu, le bilan du programme de travail gouvernemental 2012 et l'élaboration du programme de 2013. Le séminaire est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien veut impliquer les populations dans le PND, le Plan national de développement, à travers les comités de suivi. Celui de Bouaké a été installé et va permettre à la région de Béké de mettre à niveau ses infrastructures de base. Journée presse morte aujourd'hui au Mali. Les journalistes maliens réclament la libération de leurs confrères arrêtés pour avoir diffusé une lettre ouverte attribuée à un militaire. Bonjour à tous. Merci de choisir la RTI 1 pour vous informer. Le séminaire gouvernemental a démarré ce matin. Il est présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il sera question pendant 2 jours de faire le bilan de la mise en œuvre du programme de travail gouvernemental de l'année 2012 et d'élaborer celui de 2013. Viviane Aimé, reportage. Le séminaire gouvernemental consacré à l'adoption du PGT 2013, c'est-à-dire le programme de travail du gouvernement durant l'année 2013, s'est réuni ce mardi matin au palais présidentiel. Tous les ministres étaient présents. Le président de la République en a présidé l'ouverture. Ce séminaire gouvernemental, tout comme le précédent qui s'est tenu en 2011, toujours au palais présidentiel, va permettre, comme l'a expliqué le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, au gouvernement d'harmoniser son travail en définissant des actions prioritaires et en adoptant un plan d'action cohérent. Un volet de ce séminaire sera consacré au bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2012. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'adoption du programme de travail gouvernemental est un moment fort du processus de travail gouvernemental. En effet, le PTG permet au gouvernement de se doter d'un plan d'action cohérent, lui donnant une claire visibilité et lisibilité et induisant ainsi pour lui la capacité de mesurer son efficacité et de faire une bonne évaluation de ses résultats. Nous savons que nos compatriotes attendent du gouvernement qu'il tienne ses engagements, lesquels ont été consignés notamment dans le plan de développement PND 2012-2015. Et le PTG, qui est la traduction annuelle du PND, est un instrument d'impulsion de l'action gouvernementale qui fait ressortir les activités devant être concrétisées sur le terrain par les différents ministères, chacun selon ses attributions. Un autre problème récurrent auquel j'entends apporter une réponse à partir du PTG est celui de la programmation des projets de texte et de communication inscrits à l'ordre du jour des conseils. Le PTG, une fois adopté, devrait faciliter la programmation glissante des projets de loi, de décrets et de communication en conseil de gouvernement et en conseil de ministres. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui veut impulser cette clarté à l'action gouvernementale, a recommandé aux ministres de n'avoir qu'une seule et unique préoccupation au cours de leurs travaux, le bien-être de la population. À plusieurs occasions, j'ai interpellé certains ministres, le ministre chargé de l'énergie par rapport aux coupures d'électricité, le ministre chargé des infrastructures pour les problèmes d'eau à Yopougon et ailleurs. Donc ce sera une occasion de dire quelle réponse vous donnerez à nos compatriotes sur ces différents manquements. Nous savons tous qu'en raison du déficit de développement que nous avons connu depuis de nombreuses années, nos compatriotes attendent beaucoup de nous, bien sûr en matière de sécurité, mais au-delà. Dès lors, il importe que chaque membre du gouvernement redouble d'efforts et d'imagination afin d'apporter des solutions concrètes aux besoins et aux attentes de nos populations. C'est un défi que le gouvernement devra s'atteler à relever au cours de cette année afin que chaque ménage puisse ressentir davantage les retombées des efforts déployés, notamment l'assainissement du cadrage macroéconomique, la gestion rigoureuse des ressources, qui conduisent bien sûr à une croissance forte et inclusive. Vous comprendrez donc l'intérêt particulier que revêtent les travaux de ce séminaire et l'intérêt que j'accorde personnellement à vos travaux.
Le conclave ministériel s'achève mercredi après-midi. Les ministres présenteront alors leur copie au président de la République. L'objectif, c'est de lutter contre l'insécurité. Le nouveau centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, a été inauguré hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Ce centre fonctionnera 24 heures sur 24, des caméras de vidéosurveillance et 750 hommes sont déployés à Abidjan, la capitale économique. Jérôme Kofi Abolin, compte rendu. Le centre de coordination des décisions opérationnelles officiellement en fonction, c'est le président Alassane Ouattara lui-même qui a procédé à son inauguration ce lundi 11 mars 2013 au ministère d'État, ministère de l'Intérieur, Ciseaux Plateau. Après la visite du centre des opérations, doté de caméras de vidéosurveillance de haute portée pour ce qui concerne le champ de vision, le chef de l'État a affiché son optimisme quant au bon fonctionnement du centre. Vous savez, l'année dernière, en 2012, nous avons connu des moments de grande insécurité, que ce soit des tentatives de déstabilisation ou bien même le banditisme en ville, le racket, les difficultés de nos concitoyens avec les barrages anarchiques. Et maintenant, grâce à ce centre, nous pourrons faire une surveillance rapprochée de tous les déplacements ici dans le district. Abidjan a été divisé en 5 districts et nous avons mobilisé 750 policiers, gendarmes et militaires qui auront donc la responsabilité, bien sûr, sous l'autorité des officiers de la police, de la gendarmerie comme des FRC, de surveiller donc la ville d'Abidjan et progressivement l'ensemble du territoire national. C'était un investissement important. Nous considérons qu'il y avait urgence à arriver à mettre en place ce centre, à suivre de très près donc le renforcement de la sécurité. Nous donnerons tous les moyens à ce centre et aux éléments qui sont chargés de la sécurité. Je veux préciser qu'il s'agit bien sûr d'une opération d'urgence ponctuelle. Ce n'est pas donc la mise en place d'un sécos bis. Je voudrais rassurer nos concitoyens. Nous tenons à la liberté de mouvement, à la tranquillité de nos concitoyens. Il s'agit donc de faire en sorte que les Ivoiriens et bien sûr toutes les populations qui vivent en Côte d'Ivoire soient pleinement dans la sécurité. Nous allons renforcer ce dispositif. Nous y mettrons des moyens additionnels, des caméras additionnelles. Et donc je voudrais dire à toutes les populations qu'au fil des jours, la sécurité à Abidjan sera véritablement renforcée. Les éléments du centre, aussitôt mis en mission par le chef de l'État, il va sans dire que les moyens ne font pas défaut avec les véhicules de patrouille et d'intervention dont les clés ont été remises au ministre d'État, ministre de l'Intérieur par le président de la République, Alassane Ouattara. Une cinquantaine de ces véhicules ont été présentés au cours de cette cérémonie. Hier, à la primature, une délégation d'opérateurs économiques chinois et de diplomates ont été reçus par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec les partis politiques membres du cadre permanent de dialogue. On fait le point de toutes ces rencontres avec Alexis Ouedraogo. Ambiance, bon enfant, échange de présents. Lundi soir à la primature, la coopération sino-ivoirienne à l'honneur. Le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, a reçu une délégation de diplomates et d'opérateurs économiques chinois. La délégation était conduite par le président de la table ronde sur la coopération sino-africaine, J.P. Ding. Je suis vraiment très heureux de constater que ces dernières années, la Côte d'Ivoire a réalisé la réconciliation nationale, la paix, le redressement économique et joue désormais un rôle de plus en plus important dans les affaires régionales et internationales. La Chine considère la Côte d'Ivoire comme bon frère et bon ami. Nous entendons bien travailler ensemble avec la partie ivoirienne pour promouvoir les relations sino-africaines et sino-ivoiriennes. Plus tard dans la soirée, Daniel Cablon-Duncan a eu une séance de travail avec les membres du cadre permanent de dialogue, CPD, une brève réunion. Nous sommes à notre 11e réunion sur
des chapitres bien précis que nous avons divisés en commissions de travail. Nous examinons donc les résultats de ces commissions. Nous avons saisi la main tendue de la paix et de la réconciliation du gouvernement et nous voulons prouver qu'il est possible de s'opposer en Côte d'Ivoire sans belligérance, sans agressivité. Les membres du cadre permanent de dialogue annoncent pour très bientôt la fin du cycle des consultations. Une synthèse sur les acquis et autres points d'attente devrait être annoncée. Et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, appelle au retour des exilés. En visite cette semaine dans l'Indénié, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, le chef du Parlement ivoirien a fait escale à Abronamoué, un village du département d'Abangourou. Là, il a invité le doyen Sansan Kwao, en exil au Ghana depuis la crise post-électorale, à regagner son village natal, Niablé. Victorine Yaoyoboé, reportage sur place. Oui, mais les populations d'Abronamoué demandent un geste fort de la deuxième personnalité du pays. Elles veulent le retour de leurs parents, encore en exil dans le Ghana voisin. Guillaume Soro a répondu dans la lignée du président de la République, Alassane Ouattara. Le député tout à l'heure a demandé qu'un fils de Niablé qui est en exil rentre. Sansan Kwao. Allez dire à Sansan Kwao de venir au nom du président de la République. Je donne la garantie. Il sera à Niablé. Il vivra tranquillement parmi les siens, sans problème. L'autre message qu'a voulu faire passer le président de l'Assemblée nationale, c'est celui de la nécessité de se focaliser sur le développement plutôt que sur les divergences politiques. Ne vous laissez pas blaguer par la politique. Parce que si vous vous laissez blaguer, le développement va aller pour vous laisser. Or, vous devez penser non pas à des politiciens qui viennent vous tromper, mais vous devez penser à votre village, à vos enfants, à vos populations et chercher le bien-être de ces populations. Et pour joindre l'acte à la parole, Guillaume Soro a décidé de participer à la construction du château d'eau du village, contribuant ainsi au développement d'Abronamoué et de la région de l'Indénié-Djuablin. Permettre aux artisans de participer à l'émergence économique, c'est en tout cas le vœu du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Cette vision, Jean Le Bihan l'a dévoilée aux artisans à son cabinet. Une rencontre de travail au cours de laquelle Jean-Baptiste Ani, l'Ivoirien, nouvellement élu président de la Confédération des artisans de l'Afrique de l'Ouest, a présenté son plan d'action pour les artisans qu'il dirige. Les pâtissiers ont aussi échangé avec le ministre Jean Le Bihan. En somme, une prise de contact pour parler des préoccupations et trouver des solutions. On part maintenant à Yopougon, précisément à la zone industrielle qui vient d'être visitée par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Notre reporter Alexis Ouedraogo a fait le tour des différentes entreprises situées à la zone industrielle. Son constat. La zone industrielle de Yopougon bouge. Illustration parfaite, la cimenterie CIMAF dont la construction a été entamée en novembre 2011. Elle devrait début juin prochain sortir ses premiers sacs de ciment. Avec sa production d'environ 500 000 tonnes par an, cette unité devrait permettre de faire baisser les prix des constructions dans le pays. Comme elle, plusieurs autres usines installées en Côte d'Ivoire à la zone industrielle de Yopougon bougent. Une dizaine d'entre elles entend par ailleurs doubler son investissement dans le pays. Main tache d'ombre, le difficile accès à la zone industrielle de Yopougon. La voie principale est complètement hors d'usage. Le revêtement du bitume a fait place à d'énormes et profondes crevasses. Les autres voies n'ont pas meilleur visage. En visite de terrain sur le site cette fin de semaine, le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, a annoncé de grandes mesures aux opérateurs économiques. Nous n'avons pas suffisamment de terrain industriel ici. Donc l'État a décidé de faire, je crois, kilomètre 24 de l'autoroute, une nouvelle zone industrielle de 900 hectares et qui va permettre donc à toutes les unités nouvelles qui viennent, disons de s'installer. Et nous voulons faire une zone industrielle vraiment, disons modèle, qui comprendra tous les conforts qu'on n'a pas dans les zones actuelles. La zone industrielle doit être remise à niveau. Le gouvernement va s'atteler à cela. Je vais demander au ministre, en liaison avec le ministre des Infrastructures économiques, de travailler donc sur l'évaluation des coûts, de manière à ce que nous puissions donc travailler dessus.
La Côte d'Ivoire est engagée dans un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé, notamment celui des industries. Il se veut moteur de sa relance économique. Et on passe maintenant à l'emprunt obligataire lancé par l'État de Côte d'Ivoire. Cet emprunt obligataire a été coté hier en bourse. Valeur de la première cotation TPCI 6,5%, 2012-2017, 10 000 francs CFA. La cérémonie a eu pour cadre la Chambre de commerce et d'industrie au plateau. Le reportage est signé Jean-Jean Kwamiala. Volume échangé 50 au cours de 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA, c'est la valeur nominale de la première cotation de l'emprunt obligataire de l'État de Côte d'Ivoire dénommé TPCI 6,5% 2012-2017, donnée ce lundi à 10h45 par la représentante du ministre en charge de l'économie. Pour une première cotation en bourse, précisent les spécialistes, les résultats sont prometteurs. Nous espérons que cette valeur va rapidement évoluer, aussi bien à la hausse qu'aussi bien au niveau des volumes échangés, et qu'il y aurait beaucoup d'échanges dessus, parce que c'est une valeur intéressante qui sert quand même 6,5% tous les ans, net d'impôts. L'emprunt obligataire TPCI 6,5% 2012-2017 a été émis par l'État de Côte d'Ivoire du 16 août au 14 septembre 2012. Objectif, financer une partie des investissements prévus dans le budget 2012 en vue de faire face à la reconstruction post-crise. Sur les 60 milliards de francs CFA attendus, 93 milliards ont été mobilisés, signe que l'État de Côte d'Ivoire retrouve sa crédibilité. C'est une opération qui a connu un grand engouement. C'est la signature de l'État. Nous allons encore souper sur le marché pour permettre à tous les opérateurs qui ont des ressources de diversifier leurs placements. Avec cette nouvelle cotation, le Trésor public de Côte d'Ivoire entretient 5 lignes obligataires inscrites à la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. BRVM qui occupe désormais la 6e place sur les 23 bourses que compte le continent africain. Les Ivoiriens ont-ils la culture de l'épargne? Quel est leur rapport avec la banque? Le taux de bancarisation de la société ivoirienne est de seulement 14,5%. Un faible taux justifié souvent par la pauvreté et l'accès difficile aux prêts. Un tableau peu reluisant, surtout que l'émergence du pays en 2020 passe par une amélioration de ce taux. Honorina Ngori, explication. Épargner, c'est placer ses économies à la banque. Pour la plupart des Ivoiriens, ce n'est pas aussi facile. En 2010, les chiffres étaient à 10,5%. Au plateau, devant les agences bancaires, les avis sont partagés. Je suis pour la promotion de l'épargne. Parce que l'épargne, ça aide au développement. J'épargne, je suis dans 2 différentes banques. Il faut être prévoyant, il est important de garder quelque chose pour vos vieux jours. Moi, je n'épargne pas, je garde mon argent. Parce que bon, quand il y a une petite crise comme ça, on a toujours des problèmes. Même quand tu mets ton argent à la banque, que tu en as besoin pour te donner, c'est tout un problème. Tu épargnes, il faut qu'il soit prêt quand même aussi à te donner, à venir comme subvention, à te donner des prêts pour pouvoir faire des projets et tout ça. Je n'épargne pas parce que, bon, pour le moment, je suis à l'enquête d'emploi. Épargnant ou pas, les Ivoiriens demandent aux banques de faire des efforts pour leur faciliter l'accès, d'autant que le taux de bancarisation est toujours très faible. Fin 2011, seuls 14,5% des Ivoiriens avaient un compte en banque. Avoir un compte bancaire, pour moi, c'est un acte citoyen. Fin 2011, nous sommes passés à environ 14,5% de taux de bancarisation. Donc, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, c'est vrai, ne sont pas encore inscrits dans les livres des banques, mais pour ceux qui y sont, des efforts sont faits afin de constituer progressivement des ressources d'épargne pour les banques. Notre ambition, c'est d'être à l'horizon peut-être 2020, être à au moins entre 40 et 50% du taux de bancarisation, mais ceci demandera des mesures d'accompagnement des autorités à tous les niveaux. La nécessité pour la Côte d'Ivoire de voir les Ivoiriens s'adonner à l'épargne consiste à la relance de l'économie afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Plus de 10 milliards de francs CFA, c'est le montant du prêt que la Côte d'Ivoire a obtenu du Fonds cohésien pour le développement économique arabe, des fonds pour financer le bitumage de l'axe Bouna-Doropo à la frontière ivoiro-burkinabé. La convention de prêt a été signée hier entre le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur général adjoint du fonds. Adama Kone, reportage.
Promesse de chef d'État en novembre 2012 dans le district du Zanzan, début de mise en forme en mars 2013. Le projet de bitumage de la route Bouna-Doropo frontière du Burkina Faso entame la phase de mobilisation des ressources. Acte concret ce lundi 11 mars, le Fonds cohésien pour le développement économique arabe ouvre ses caisses à l'État ivoirien. L'institution financière consent à octroyer la somme de 10 800 millions de francs CFA pour la construction de cette infrastructure. Ce prêt est une bonne affaire pour le gouvernement, vu les conditions de remboursement très attractives. Le présent accord est consenti aux conditions financières suivantes: une durée de 20 ans, 4 ans de différé et un taux d'intérêt de 1,5% l'an. Pour la partie cohésienne, c'est un plaisir de signer cet accord, une autre démonstration de la bonne coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Le projet de la route reliant Bouna à Doropo, longue de 91 km, sort désormais des tiroirs. Le coût global de 42 milliards de francs CFA est également supporté par la BOAD 13 milliards de francs CFA, le Fonds saoudien 14 milliards de francs CFA, la BADEA 6 milliards de francs CFA et l'État ivoirien 4 milliards de francs CFA. Les travaux prévus pour démarrer en juillet 2013 doivent durer 2 ans. Mais déjà, le ministre Nialé Kaba rassure les bailleurs sur la bonne administration des fonds. Je voudrais vous donner l'assurance que ces ressources mises à la disposition de notre pays seront utilisées de façon efficiente pour le financement du projet, conformément aux procédures de gestion des finances publiques. Le bitumage de cette voie va désenclaver les régions de Bouna et faciliter les échanges commerciaux avec le Burkina Faso voisin. Le financement partiel du présent projet porte le concours du Fonds cohésien en faveur de la Côte d'Ivoire à 22 milliards 200 millions de francs CFA. On en vient maintenant au deuxième titre de cette édition. Le gouvernement ivoirien veut impliquer les populations dans le plan national de développement, PND, à travers des comités de suivi. Celui de Bouaké vient d'être installé et va permettre à la région de Gbeke de mettre à niveau ses infrastructures de base pour son développement. Reportage sur place à Bouaké, Charles Tatou. 4 319 milliards de francs CFA viennent d'être mobilisés par la Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds pour tracer les sillons d'un pays émergent à l'horizon 2020. Cette mobilisation de fonds fait suite à une stratégie globale de développement dénommée Plan national de développement PND 2012-2015, adoptée en mars 2012 par le gouvernement. Pour la mise en œuvre de ce programme de développement et de redressement économique, des comités sont installés dans les districts du pays, dont celui de la vallée du Bandama, qui vient de connaître son installation officielle. Ce plan permettra au district de la vallée du Bandama d'harmoniser son élan de développement à travers tous les projets et mesures qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan national de développement. Les comités des districts pour le suivi de la mise en œuvre du PND auront pour mission de renforcer le dialogue et le cadre de concertation entre les acteurs au niveau local. Les populations du district de la vallée du Bandama attendent beaucoup du PND pour sortir à cette région durement éprouvée par la crise de sa léthargie. Nous attendons que tout ce qui a été dit soit respecté, parce qu'on a toujours créé ce genre de structure, mais après ça reste dans les tiroirs. Le plan national de développement est bienvenu pour nous soulager un tant soit peu. Ce programme d'investissement massif, facteur d'une croissance accrue et créatrice de richesses et d'emplois à même de réduire la pauvreté, vise plusieurs secteurs. Les infrastructures de base dans le transport, la justice, la santé, l'éducation et l'adduction en eau potable vont être réhabilitées ou reconstruites pour le bonheur des populations. Il attendait cette prime à la certification. Les producteurs de cacao, membres de la nouvelle entreprise coopérative agricole à Nouanzé-Doupouyo, c'est dans le département de Soubré. En tout cas, ces producteurs l'ont enfin obtenu. La prime s'élève à 71 millions de francs CFA. Les explications de Léon Pro. À l'Accro, sous-préfecture d'Opuyo, département de Soubré, région du Nawa au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet et des chocolatiers aux côtés des agriculteurs membres de la nouvelle entreprise coopérative agricole d'Opuyo, en abrégé Nekayo pour la pose de la première pierre du centre de santé de la localité.
14 millions de francs CFA sont déjà disponibles pour le financement des travaux de construction de cette structure sanitaire destinée à l'amélioration des conditions de vie des populations d'Alakro. Ce montant porte à 71 millions de francs CFA la prime de certification versée aux coopérateurs de Nekayo pour 575 tonnes de cacao de bonne qualité vendues. Cette prime, fruit d'une année de partenariat avec les chocolatiers, est saluée par les dirigeants de Nekayo. Ces dirigeants, le sous-préfet d'Opuyo a exhorté à la transparence, à la solidarité et au travail bien fait. Il s'agit d'encourager les producteurs à persévérer dans la production de cacao de bonne qualité pour obtenir davantage de ressources en vue de financer les projets sociaux au profit des populations. Aimons la propriété. L'appel est lancé par l'ONG Cloette. Cette ONG, engagée dans la lutte contre l'insalubrité, vient d'initier un concours pour connaître le quartier le plus propre de la ville de Toumoudi. Chaltatou a suivi la cérémonie de lancement. L'ONG Chloé, Aimons la propriété en langue locale, veut répondre au souci de relayer le programme présidentiel d'urgence en matière de lutte contre l'insalubrité. Après les actions du dit programme, les responsables de cette ONG viennent de faire le lancement d'une opération dite balai de vente à porte. Cette campagne vise à pérenniser les actions de lutte contre l'insalubrité dans la cité de Toumoudi. Le gouvernement mène des actions pour lutter contre l'insalubrité. Nous avons voulu ajouter notre grain à l'édifice national. L'ONG est née pour aider la population à une prise de conscience de son cadre de vie, de son environnement. Les temps sont durs, les moyens sont maigres pour payer les médicaments et c'est pour attirer l'attention sur ce danger. Des brouettes, des seaux, des balais, des gants et plusieurs autres matériels de salubrité ont été distribués à une vingtaine de chefs de quartier présents à la cérémonie. Ces responsables de quartier sont désormais en compétition pour le concours du plus beau quartier. Le maire de la commune, Mme Kina Simone, a salué les actions de l'ONG Chloé. Elle a assuré de la disponibilité de la mairie à soutenir cette organisation qui lutte pour le bien-être de ses populations. Des messages en langue baoulé, malinké, yoruba, moré et hébrier ont été lancés à l'endroit des populations. Des messages de sensibilisation à l'hygiène dans les ménages afin d'éviter les maladies telles que la fièvre typhoïde et le choléra. Les préfets et les maires s'engagent aussi dans la lutte contre l'insalubrité. Pour leur permettre de mieux mener leurs actions, un important lot de matériel de salubrité leur sera remis. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur du matériel, composé notamment de tracteurs et de remorques. Ajoutez que 169 communes vont bénéficier des dons afin d'assainir les cadres de vie de leur population. Le cadre de vie donc de leur population. Le matériel sera remis officiellement par le chef de l'État le 21 mars prochain. On passe à la religion. La 8e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est achevée par un culte au temple Bethel d'Abobo Baoulé. Ces assises ont débuté le 5 mars dernier avec un fait marquant, le retour d'un des dissidents. Il s'agit du pasteur Louis Amani Esmel. Honoré Nangori pour les détails. En choisissant pour thème « Aimer en parole et en acte » lors des 8e conférences annuelles ordinaires, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire veut prôner l'amour dans les cœurs de ses fidèles et inviter les Ivoiriens à donner leur vie pour leurs frères. Les résolutions prévoient aussi la construction d'infrastructures scolaires et hospitalières avec toutes les commodités pour les personnes handicapées et la lutte contre le VIH-Sida. La levée de suspension du pasteur Amari Esmel, parti de l'Église en 2008, qui est de retour, a constitué l'un des temps forts de cette 8e conférence annuelle ordinaire. Je voulais se mettre reconnaissant envers cette Église qui m'a formé et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Ce serait très ingrat de ma part de faire subir le tort à mon Église. Prédication, prière, louange, Sainte-Seine ont marqué le culte de clôture de cette conférence de l'Église méthodiste unie dont tire ici les enseignements le premier responsable de l'Église, le bishop Benjamin Boni. Nous voulons d'autres bâtiments. Nous devons par exemple tenir compte, comme cela a été décidé, des handicapés.
Il y a des décisions qui ont été prises de l'ordre de la formation, de l'ordre de l'évangélisation, de l'ordre de l'investissement, parce que les charges deviennent de plus en plus lourdes. Il faut penser à l'avenir. La célébration du centenaire est prévue pour le 8 août 2014. Ils sont 115 cardinaux venus de 48 pays différents, réunis aujourd'hui à Rome au Vatican. Ils vont prendre part au conclave qui s'achèvera par l'élection du 266e pape. Dans l'après-midi, les cardinaux électeurs seront enfermés loin des bruits de la ville, des médias, seuls avec leur conscience pour commencer le processus d'élection du prochain souverain pontife. Au Mali, il faut 3 semaines pour établir la sécurité dans le nord-est, selon le ministre français de la Défense. Jean-Yves Le Drian estime que les opérations pour établir la sécurité globale ne pourraient pas se faire avant ce temps. Il n'exclut pas d'autres combats violents dans cette zone où les soldats français traquent les djihadistes. Par ailleurs, les journalistes maliens ont décidé de lancer une opération presse morte à compter d'aujourd'hui jusqu'à la libération de leur confrère Boukari Daou, arrêté pour avoir diffusé une lettre ouverte attribuée donc à un militaire. En visite à Nouakchott, en Mauritanie, le président malien par intérim, Dioncounda Traoré, a affirmé que le journaliste a dépassé la liberté de la presse en publiant cette lettre qui, selon lui, incite les soldats à quitter le front. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête. Merci de votre attention.